réponses. Chacun a le droit de poser des questions à n'importe quel orateur. Donc n'hésitez pas. La première question est toujours plus difficile, donc on passe directement à la deuxième. On vous écoute. Une question là-bas. Je peux même prendre la première. Mais non, elle a été épuisée, mais on a ouvert faire des Moi, c'est pour la WTL, le dossier pour les business, il peut se faire au tout début du projet, ou le projet doit être déjà réalisé. En fait, vous introduisez votre dossier, vous allez recevoir un accusé de réception de l'administration, et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer le développement. Ah oui, donc il faut quand même avoir déjà... Il faut d'abord introduire. Et alors, vous pouvez faire le développement soit via un prestataire, ou soit alors en interne. Si vous démontrez que vous avez les compétences en interne, vous pouvez développer vous-même le site e-commerce. Et il va être terminé à combien de temps? Il n'y a pas de délai. Par contre, au moment de la libération des montants, l'administration vérifie que vous avez par exemple la deuxième langue, que vous avez intégré un moyen de paiement, etc. Et en général, ça prend combien de temps entre on a remis les formulaires? Je disais plus ou moins de l'ordre de 4 à 6 mois, à partir du moment où vous introduisez le dossier et la libération du montant. Maintenant, du côté de la WEX, c'est plus rapide. Une question là-bas dans le fond, oui. Ouais, j'ai une question. Stéphane. Vous faites de la consultance? Vous faites de la consultance? Non. Non. Je viens aider, ouais. Je viens aider. Je ne suis pas rentique, je ne suis pas assez vieux. C'est bien, tu vas rester Et je viens aider. Ok. Oui, Corinne. Moi, c'est concernant, sur la WTL, concernant les primes aux consultants, le quatrième, il peut y avoir du développement dans cette mission-là, ou c'est que de la réflexion, que de la... Oui, seulement prestation. Il y a de l'architecture, par exemple du site, la base de données, etc. Donc, il y a aussi Mais vraiment de la production de code, il pourrait y avoir aussi. Oui, là, Benoît. C'est bio, là. Vous avez pas parlé. C'est bien. Monsieur? Non, c'est bien. C'est bon. Vous avez parlé du site e-commerce, c'est très bien, mais on vend, mais on ne parle pas des retours. Ah bon? Les retours. Et tu peux me dire Les retours sur les ventes. Retours. Comme la Ah oui, d'accord. Le retour sur les... Ce qui est vendu, est-ce que vous avez des retours ou comment vous le jetez? Donc les produits qui ne conviennent pas, qui reviennent sur le... Ah oui, ben en fait, nous, on a une politique en fait, qui est... on est au-delà de ce que demande la législation, c'est-à-dire que nous, quand un produit ne convient pas, mais le client, il nous retourne, c'est totalement gratuit. C'est-à-dire qu'il ne paye pas les frais de livraison, on envoie une étiquette, hein, c'est automatique, on a un système pour ça. Alors ça arrive de temps en temps, on a quand même très très peu de retours, hein, on est à moins de 2% actuellement par rapport à ce qu'on expédie. Et comme par hasard, je dirais que le nombre de retours le plus important, c'est sur les quelques articles, on n'en a pas énormément, mais textiles, parce qu'on fait du textile bio. Et donc par exemple les chaussures, malgré le fait qu'on met des grilles de taille, qu'on indique qu'il faut des techniques pour sélectionner la bonne taille, etc. Alors, malgré toutes les informations qu'on transmet, on a quelques problématiques. Maintenant, sur les autres produits, tout ce qui est soins d'hygiène, tout ce qui est pour les massages du bébé, l'alimentation, etc., on n'a jamais de retour vraiment. Ce qui peut avoir parfois, c'est un produit qui est abîmé en raison de la livraison. Parce que bon, voilà, les livraisons, les gros prestataires pour les expéditions, hein, c'est la Poste en Belgique, c'est DPD, hein, c'est les deux plus gros pour la Belgique, Colissimo en France, hein, ils ont 85% du marché. Disons que les centres de tri, c'est un peu violent, la manière dont ils traitent les colis, surtout dans les grosses périodes. Donc de temps en temps, il y a des produits qui peuvent éventuellement être abîmés, mais cette information qu'on donne au client au niveau du retour, c'est une sécurité pour lui. C'est-à-dire qu'il a cette information-là, donc il sait que si un produit ne lui convient pas, c'est pas bon, la taille n'est pas correcte, l'utilisation finale, non, ben, finalement c'est pas ça que je voulais. Ben, si le produit est dans l'état dans lequel il est arrivé, c'est-à-dire voilà, qu'il veut le renvoyer, il n'y a aucun souci. Mais très très peu, on en a très très peu parce que de nouveau, monsieur parlait tantôt du contenu, ben, nous on a besoin justement de mettre le plus de contenu possible et donc d'informations sur le produit. Pour qu'un client ne nous dise pas, ah oui, mais je ne savais pas que, ou voilà. Donc moins il y a d'informations, plus on risque à la limite que le taux de retour soit important. Mais de nouveau aussi, le fait que le retour est gratuit, c'est une question qu'on se pose toujours en interne, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas. Le fait de le faire, c'est... En fait, le client, il va se poser vraiment la question avant de vous envoyer un mail, de vous appeler pour vous dire, j'ai envie de retourner un produit. Parce que justement, on le met gratuit, en fait.
dès que ça ne coûte rien. Les retours, c'est une question en effet que beaucoup de futurs e-commerçants se posent, donc c'est une question importante. Peut-être que Philippe, Je voudrais revenir un précis sur le vestimentaire. Il faut savoir que le retour, ça représente entre 25 et 50%. Parce que le retour, c'est la cabine d'essayage. Donc il y a beaucoup d'initiatives de start-up très intéressantes que je suis de près pour essayer d'alléger ce nombre de retours. Mais en général, quand une dame commande un habit de luxe, donc dans un panier moyen entre 75 et 200 euros sur Internet, elle prend le S, le M et le L et elle renvoie les deux tailles qui ne vont pas. Exactement. Et ça c'est très important de le tarifer dans sa tête. est-ce que les taux de retour élevés sont typiques au textile et à la mode, ou est-ce que c'est quelque chose que par exemple dans le meuble on va retrouver Non, c'est au niveau des gros meubles, par exemple, on a un taux de retour qui doit être même pas de 1 pour 1000 chez Quatuor, parce qu'on rejoint tout à fait la problématique de l'information et du contenu. Quand on vend un meuble à 2000 €, évidemment, passer 5 minutes pour vérifier avec le client que c'est bien ce qu'il veut, que les accès sont bons, et de s'assurer qu'il a fait le bon choix, même de revalider, vous êtes presque lui demander, vous êtes sûr que c'est bien ça que vous voulez, c'est pas un risque, c'est pas une perte d'argent par rapport au coût d'un retour de meuble, parce qu'un meuble pour Quatuor, un retour de meuble, la vente est perdue, il n'y a plus de marge, c'est fini. Parce que faire revenir le meuble et renvoyer un nouveau, c'est impossible de gagner de l'argent sur l'opération totale au final. Donc nous, au niveau des gros meubles, c'était absolument vital d'éviter ce genre de choses. Et ça se travaille énormément par le contenu et la relation client. Au niveau de la déco, on n'est pas du tout non plus sur des taux de retour comparables. C'est beaucoup plus comparable à CBO et à la limite, les quelques qu'on a sont plus liés en effet à la qualité, le traitement des colis dans les centres que les retours. Bon, oui, en période de fête de fin d'année, il y a des retours qui reviennent parce que c'était mauvais choix pour les cadeaux, mais ça fait partie de la période. Je crois que tout ce qui n'est pas à porter sur soi-même et les canapés, par exemple, ne se vendent pas bien sur Internet parce que c'est une notion très subjective, il faut s'asseoir, une notion de confort. De la même façon, quand on porte un vêtement, est-ce qu'il se met bien sur soi? En dehors de ce cas-là, je crois que les taux de retour peuvent être maîtrisés, en tout cas en ayant une bonne information contenu et surtout un bon suivi de la commande du client derrière. Et Stéphane, par exemple, pour des biens comme la photo, c'est des biens un peu différents, moins coûteux. Le retour, je suppose que les gens ne renvoient pas leurs photos ou Si. Leur comme une plainte, comment tu procèdes? Donc dans la photo, surtout dans les albums photos, les livres photos, pour faire un peu de SEO vocal, on a du retour, toutes les occasions sont bonnes. Quelqu'un peut expliquer ce que je suis en train de dire? Ça Forfait. Ouais, ça va. Donc là, il y a quand même des retours. Et en général, c'est pour des erreurs valables. Mais chez nous, par exemple, c'est moins de 5%. Ouais. 5% sur 20 millions, c'est quand même pas mal. Et nous, on se rappe et on recommence. Mais tu as un nouveau CEO, je pense, qui va gérer ça. Oui, il a des lunettes, donc il voit les choses. Il a une attention au détail parfaite. Est-ce qu'il y a une autre question? Martin? Est-ce que par rapport aux 3 intervenants qui ont donc des sites e-commerce, est-ce que vous êtes prêts à la facturation électronique? On a le comptable qui parle. À la facturation électronique. Facturation électronique? C'est-à-dire La facturation électronique, donc ça veut dire que quand un client commande, paye, la facture qui sort en fichier électronique et pas en fichier PDF ou quoi. Donc il y a moyen de pouvoir commencer parce que nous, en tant que comptable fiduciaire, on est maintenant sollicité par tous les programmeurs à se mettre à jour déjà sur la facturation électronique, donc de pouvoir accepter dans nos programmes des facturations électroniques, donc des fichiers XML si je ne me trompe pas. C'est vous qui n'êtes pas prêt. Mais c'est justement pour voir si les sites e-commerce qui sont quand même les premiers à être sur Internet sont déjà prêts à fournir. C'est Ogone, c'est le prestataire de paiement qui fait ça dans un premier temps. Et puis si vous allez plus loin, donc nous on a une facture avec une signature électronique, ça coûte cher. Ce sont quand même des factures que vous pouvez, qui sont tout à fait valables, mais bon,
chez nous, il y a quand même quelqu'un qui les imprime et qui les donne au comptable de manière palpable, comme ça le rassure. Et donc ça ne pose pas de problème. Mais si vous lancez votre site web aujourd'hui, même si vous lancez un WordPress avec un WooCommerce en mettant plugin Ogone et ça ne coûte rien, ou voire même PayPal, PayPal comptablement c'est accepté. Donc vous pouvez avoir un livre bancaire PayPal et chaque transaction, il y a ce qu'on appelle un reçu qui fait office de facture à partir du moment où il y a votre numéro de TVA, etc. Et comptablement, normalement, ça doit passer. Ouais, et en fait, en général, c'est rarement la plateforme qui est problématique, comme il le soulevait, parce que c'est plus souvent au niveau de l'ERP, en interne, ou des process internes de la société, qu'autre chose, parce que au final, le cas de Quatuor, c'est un bon exemple pour la facturation électronique, puisqu'il y a des ventes en magasin et des ventes en ligne. Mais du coup, le site, oui, il est prêt, puisqu'il transfère toutes les commandes et toutes les ventes et donc toutes les données de facturation de façon électronique, pas en XML mais via web service, à l'ERP central des magasins Quatuor, qui lui va générer facture, alors que de là sur des factures purement électroniques ou papier, c'est encore une autre étape. Mais en prenant la casquette Epic, si je prends tout le portefeuille de clients e-commerce qu'on a chez Epic, la question de la facturation électronique, il y en a très très peu qui la gèrent directement dans la plateforme en ligne, sauf s'ils sont pure players, mais souvent c'est lié à un programme comptable et la question de la facturation purement électronique se pose plus au niveau de ce programme-là qu'au niveau de la plateforme e-commerce en tant que telle en général. Justement, puisqu'on parle de comptabilité, je pense qu'à partir du début de l'année prochaine, il va y avoir des changements au niveau de la TVA au niveau européen, c'est juste? Au niveau des règles, on va dire des documents, en fait, les documents électroniques vont être acceptés. Certains documents dans certains prescrits avec voilà, c'est ça que je dis. Nous, on est en train d'être sollicités par des conférences parce que les programmeurs, ils veulent quoi? Ils veulent vendre leurs programmes qu'ils ont développés selon une loi qui va être appliquée. Si je ne me trompe pas, c'est qu'actuellement, il n'y a que 2% de facturation électronique, donc en fichier, on va dire, pas PDF, pas papier scanné, vraiment un fichier XML ou un truc du style. Et je pense qu'il y a un fichier qui s'est créé, je ne sais pas le nom précis, mais je sais que la Belgique, en tout cas, pousse maintenant vers l'horizon 2020 à avoir une facturation, donc on n'est plus de documents, et que la facturation, je veux dire, on va utiliser des grands Proximus, Mobistar, etc., on va envoyer un fichier XML qui sera lisible par un programme pour générer une image, on va dire, lisible par tout le monde, mais également faciliter le travail des fiduciaires et de faire du temps et d'éliminer cette paperasserie par rapport à ça. Mais c'est pas Zoomit. Non, ça n'a rien à voir avec Zoomit. Non, c'est tout à fait. Encore, c'est vraiment un truc juste, tu sais pas voir. Moi, mon comptable, ce qu'il me dit, c'est que je fais une facture sur papier. Actuellement, on n'a pas le choix parce que le programme, sur le moment, on a parlé avec. Moi, je travaille avec le programme Bob. On doit acheter un module qui génère, qui accepte certains fichiers, mais pour chaque fichier analysé, ça a un coût de gestion par fichier, et c'est vraiment une demande qui a un coût qui est assez conséquent et qu'on ne peut pas répercuter aux clients à partir du moment où on n'a pas un volume assez conséquent. Parce qu'autrement, si on a un volume trop petit, le coût, l'achat qui va être beaucoup trop conséquent. Les contrôleurs, visiblement, vont toujours avoir la papier. C'est pas notre faute, quoi. Mais actuellement, c'est le cas. Si l'État tend vers la facturation électronique, comment est-ce qu'on va faire quand on a, je vais dire, des factures électroniques pour les e-commerce et les factures papier pour les plus petits dossiers qui sont. Voilà, c'est ça un peu le mishmash qui va pas être évident.